Bonjour Simon, j'espère que tu vas bien. Tu as passé un bon week-end. Euh, Ma fille est tombée malade ce week-end, donc je n'ai rien pu faire. Et en fait, vendredi dernier, elle est allée à un anniversaire qui était organisé par l'école et elle a mangé beaucoup trop de sucre et elle est tombée malade. On ne mange pas beaucoup de sucre à la maison, rarement, et surtout elle. Elle peut manger un morceau de chocolat ici et là, mais là c'était un peu trop. Donc c'était normalement supervisé par des adultes, mais bon, je pense que les adultes n'ont rien fait du tout. Mais bon, donc nous sommes lundi, c'est le soir, j'espère que tu auras le temps de regarder cette vidéo. Nous avions parlé du cambriolage que j'ai eu la dernière fois. On n'a rien volé, mais je pense que c'est probable que c'est une personne qui connaît la maison et qui connaît aussi mon chien, ma chienne, parce que les voisins n'ont pas entendu ma chienne aboyer. Je vais l'écrire parce que c'est un verbe qui est assez embêtant. Hop, donc to bark, c'est aboyer et mon chien est juste à côté de moi et elle va commencer à ronfler. Donc installer une alarme, on l'a fait. Et on a mis une caméra à l'entrée qui est assez discrète. En fait, c'est une caméra qui est à l'intérieur de la maison et qui fait face à la porte d'entrée. Donc, si on a un problème, tout est enregistré. Tout est enregistré, en vidéotape, hein, recorded. Euh, et si, mais la caméra est cachée. Donc, c'est très très discret. Le bruit, l'alarme est connectée à la police. Donc généralement, dans les maisons aux États-Unis, il y a une alarme, pas toujours. Mais je pense que c'est important d'en installer une. C'est important d'en installer. Si je fais ça, on ne va rien comprendre. C'est important d'en installer une. C'est important d'installer une alarme. Arriver sur les lieux, to arrive to the place, to the spot. Okay. À l'occasion, en fait, c'est à l'occasion, de temps en temps, time to time, on occasion. Mon quartier, my neighborhood, est loin de l'autoroute. Donc, toi, tu habites dans le nord de Berkeley et ta maison est loin de l'autoroute. Donc, c'est important parce que cela évite aux voleurs, les voleurs, de s'échapper facilement si on est loin de l'autoroute. Remarquez, c'est une notice. Donc, on peut remarquer facilement les étrangers dans le quartier. La même chose ici, mais bon, il y a beaucoup de passages. Tu m'avais dit que il n'y a pas longtemps qu'il y a eu il y a peu de temps, il y a eu un vol dans le quartier. C'était sur le trottoir. Une personne s'est fait voler, probablement le sac, avec en fait, ce voleur était armé, donc on va l'écrire. Il était armé. So he had a weapon. Donc près des autoroutes, vivre près des autoroutes, déjà c'est très bruyant, c'est stressant, et puis ce n'est pas très sûr. Les voleurs peuvent s'échapper facilement, surtout dans le sud de Berkeley, qui est mal famé. It's like dangerous. Il y a beaucoup de quartiers latinos aussi à San Francisco et surtout le Mission District, mais je n'ai jamais eu de problème, jamais. Je pense que il y a des gens qui viennent d'arriver dans le quartier où on m'a vu, je ne sais pas.
Je ne sais pas, peut-être que j'ai attiré l'attention, je ne sais pas. Donc dans la ville, il est très important d'avoir une alarme, une caméra. Auckland, c'est la deuxième ou la troisième ville la plus dangereuse. Donc on avait vu que c'était la troisième ville. Espionner. Dans mon voisinage, les voisins font attention s'il y a des voleurs. Mais bon. C'est très facile de prétendre d'être un ouvrier ou quelqu'un qui... Tu sais, on a eu des ouvriers qui sont venus travailler dans la maison et il y a eu des allers-retours, des allers, des allers, non, ça on n'écrit pas, et retour. It's like round trip, but you have a lot of people who came to the house and to repair a lot of stuff, so you know people are not questioning too much. If they see somebody coming in and stealing stuff, they're not gonna even question because they're gonna feel like it's part of it. So we have to we warned the neighbors to be careful. Donc on a communiqué cet accident, ce cambriolage aux voisins. Donc maintenant ils sont alertés. J'ai ma chienne qui veut avoir de l'attention, donc il faut que je lui gratte la tête. Voilà. Donc il peut entrer facilement. Si on prétend être un ouvrier, on peut facilement entrer dans une maison. Ok. Dans ton cas, in your case, donc la, la précarité, en fait, c'est la pauvreté. Nous avons en France, on avait parlé du socialisme, nous avons en France, le socialiste avant était quelque chose de très sociable, très social. C'était un parti qui s'occupait des gens de moyenne classe ou de pauvres, des classes pauvres. Le socialisme, c'est aussi né avec la révolution industrielle, où on a vu beaucoup d'ouvriers qui travaillaient dans les usines et qui désiraient avoir des compensations, être, comment dire, avoir le respect, avoir des heures de travail humaines, donc pour éviter l'esclavage. Mais aussi, les syndicats étaient là pour protéger les droits des ouvriers. En France, nous avons ce qu'on appelle la gauche caviar. La gauche caviar, ce sont il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de célébrités qui font partie de ce qu'on appelle the liberals aux États-Unis, mais qui n'ont aucun souhait de partager ou même comment dire, de partager, de payer plus d'impôts, de faire en sorte que les pauvres aient accès à plus de soins gratuits, à des droits financiers, etc. En France, si on veut étudier et on n'a pas d'argent, on peut avoir ce qu'on appelle une bourse d'études. Donc tous les 3 mois, on reçoit de l'argent pour payer son loyer, acheter de la nourriture, etc. Donc la gauche caviar, ok, qui ont, je ne pense pas en fait, je pense que c'est pour l'image. Ces gens font partie du Parti socialiste pour l'image. Il y a beaucoup de célébrités également qui sont républicaines, mais bon, on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Les exonérations des impôts ou une réduction d'impôts. Il y a beaucoup de personnes qui votent républicains qui sont très très riches et qui souhaitent avoir des réductions d'impôts. Donc le Parti socialiste au début, at the beginning, au début du XXe siècle, qui est très relié en fait, et lui lié en France à l'anarchisme, le communisme. Donc on a le 19e, le 20e siècle. On a Proudhon qui a aussi influencé le Parti socialiste. Et bon, j'ai oublié beaucoup de choses, mais le Parti socialiste est lié au Parti communiste et aussi à beaucoup de révolutions qui ont été célébrées par des anarchistes.
Les anarchistes, au XIXe siècle, étaient des gens qui avaient des idées, mais aussi ils faisaient face à certaines choses, à certaines révolutions, à certaines manifestations, protestations, afin d'obtenir des droits. L'anarchisme existe quand il y a un coup d'État, quand il y a un changement de gouvernement, quand il y a un changement politique. Euh, à une époque où on n'utilisait pas encore une constitution ou des droits bien établis, euh, surtout quand il y avait des coups d'État, l'anarchisme s'instaurait parce que il fallait trouver un moyen de restabiliser le gouvernement. Donc attention au verbe fondu. C'est fondu ou la fondu, it's melted, ok? Ou fondé. Ils ont fondé le parti. So they founded or they created. Le Parti socialiste en France permet la sécurité de l'emploi. On a créé des fonctionnaires, on a créé pas mal de choses avec le Parti socialiste. Selon toi, la France est un pays plus intellectuel? Oui et non. There was this book I was reading last year. It's like dumbing down the society or something. Je pense que il y a une élite intellectuelle qui existe encore en France, mais la majorité des Français, surtout les jeunes générations, une grosse majorité ne sait pas lire et écrire. Donc c'est assez catastrophique. On se demande pourquoi on a des écoles, mais bon. Donc les ouvriers et les fermiers, en fait, la labeur, là on avait parlé du socialisme en Angleterre, ont quitté. Il y a un sentiment antisémite également en France, hein, ça existe également en France. On a, comme je disais, on avait comment dire, on a toujours eu des idées très fortes. Ça change maintenant. Mais en Angleterre, l'extrémisme n'est pas toléré. Donc les partis extrémistes, que ce soit extrême droite ou extrême gauche, ne sont pas tolérés. On considère cela comme étant embarrassant, ne pourrait pas être utilisé. Okay. Rire is to laugh. Rirait, c'est le futur de rire. Attention, the change, non, le changement. On avait parlé également d'une grosse protestation, d'une grosse grève en 1974, je crois. Et il y a eu en fait une protestation sur les droits des ouvriers. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Ils travaillaient pour les socialistes. Donc il y avait des espions, les espions de Cambridge, qui travaillaient pour les soviétiques. La sécurité sociale, vous l'avez aux États-Unis, on l'a, et en France également. Donc en France, c'est plus lié à la santé. Donc la sécurité sociale en France, c'est être remboursé, c'est utiliser la sécurité sociale pour aller voir le dentiste ou le médecin, etc. Le travail devient trop cher pour les entreprises, donc c'est pour ça qu'il y a eu cet effet de globalisation où on exporte les usines dans beaucoup de pays en voie de développement. En fait, ils se sont bien développés, donc on devrait trouver une autre appellation. Le travail devient donc trop cher pour les entreprises, donc ils vont envoyer les entreprises à l'étranger. Okay. On avait des entreprises de textile dans le nord de la France qui ont toutes fermé parce que c'était trop cher. Donc il y a beaucoup de Français qui se seront trouvés sans emploi. À l'époque, je pense que c'était les années 80, 70, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus, ou 60. À l'époque, les gens avaient encore cette mentalité de travailler pour la même entreprise pendant 40 ans. Voilà. Donc on avait un travail, on travaillait pour la même entreprise. Les choses ont été basculées, ont changé dramatiquement avec cet effet de globalisation où les choses sont moins chères à l'extérieur ou à l'étranger. On a l'effet chinois également, Made in China, qui a créé beaucoup de chômage en Europe, pas seulement qu'en France.
Donc, on avait parlé de cette grève. Les conservateurs ou le Parti conservateur, hein, fais attention à ça, le Parti conservateur. Tu te souviens bien de cette grève, de cette grande protestation, parce que il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'électricité. L'électricité, donc tu avais des bougies pour t'allumer. C'est très rare de voir ça en France. En France, c'est plus pour les transports. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les syndicats, le travail, les trains également. Il y a beaucoup de grèves pour les transports en général. Donc, quand on avait parlé de Margaret Thatcher, quand elle a été élue Premier ministre, en fait, elle a combattu les syndicats à mort, okay, to the death. Elle ne se souvenait pas, donc elle ne se souvient pas, elle ne se souvenait pas. Il y avait beaucoup de mines en Angleterre, également dans le nord de la France, énormément. Donc on avait des villes, hein, des petites villes, pas des grandes villes comme aux États-Unis, mais on avait des petites villes que l'on appelait les cités minières ou les corons. Je vais l'écrire, je vais me bouger un peu. Les cités minières ou les corons. Donc, minières, avec un i en plus. Voilà. Donc, les cités minières, ce sont, si tu veux parler d'une city ou un town, il faut faire attention. En français, on va dire une ville. Donc, soit une petite ville ou une grande ville. D'accord? Il a amassé le charbon. Donc, to collect, to gather, to pick up, afin de préparer la grève. Donc, they collected a bunch of coal in order to prepare the strike. Donc, il y a eu l'appel de l'armée pour détruire aussi les syndicats des mineurs. Attention au mot mineur. Donc, ça peut être une personne qui a moins de 18 ans, parce qu'en France, on est majeur à 18 ans. Okay. Et on est mineur en dessous. Donc la grève de 1974, on avait trouvé un petit article avec Margaret Thatcher qui avait vraiment dilapidé, qui avait essayé de dilapider les syndicats. C'est quand même, moi je me souviens de la poll tax, ça c'était quelque chose de dramatique. Donc il y a 30 ans, Margaret Thatcher brisait les grèves abusives. En 1984, une énième grève des mineurs met le feu au Royaume-Uni. Après un conflit homérique, la Dame de Fer remportera une éclatante victoire. Donc, je vais lire le premier paragraphe. Tiens. Dans les années 1970, le Royaume-Uni est l'homme malade de l'Europe. La patrie du libre-échange est devenue la citadelle de l'étatisme et le paragon du nivellement par le milieu. Raymond Las Vernias, ministre de l'Éducation du gouvernement conservateur d'Edward Heath, Margaret Thatcher assiste impuissante à une multitude de grèves de dockers, d'électriciens, de postiers, puis à une grève nationale des mineurs en janvier 1972, qui dure 7 semaines et se termine par la démission du Premier ministre, qui cède à toutes les exigences des grévistes. Un jeune et remuant syndicaliste d'extrême gauche, Arthur Scargill, je le dis à la française, a mis au point un système nouveau de piquets de grève mobile, très agressif, les Flying Pickets, d'une efficacité redoutable et qui avait une double particularité. Les grévistes étaient payés par le syndicat pendant leur mission.
Donc ils ne perdaient pas leur salaire et ils étaient choisis parmi les plus brutaux des adhérents. Scargill, dans une guerre de classe, vous devez utiliser toutes les armes à votre disposition. That's nasty. Donc en 1974, nouvelle grève des mineurs, ils sont les ouvriers les mieux payés du royaume, mais ils veulent encore plus, toujours plus, comme l'écrivait François de Closet. La livre sterling s'effondre face au dollar, le pays est mis sous tutelle du FMI comme une vulgaire Grèce. Les dirigeants syndicaux sont devenus les arbitres de l'économie britannique, selon Pierre-François Giuffès, qui a écrit le meilleur livre sur cette période de l'histoire britannique, Margaret Thatcher face aux mineurs, Privat 2007. L'ambitieux Arthur Scargill a fini par prendre le pouvoir dans la NUM, National Union of Mine Workers, qui regroupe l'immense majorité des mineurs. Okay. Donc c'est assez long, je ne vais pas tout lire. Et je vais finir la transcription. Donc les corons dans le nord, les cités minières, c'est meilleur pour l'économie britannique, ok. Dans une certaine mesure, bon, ça dépend aussi le contexte, to a certain extent, or to some extent, to a certain measure. It doesn't really make any sense like that in English. Don't remember which context it was, but if we come back to that, maybe I remember. C'est meilleur pour l'économie britannique. Donc, les droits des ouvriers, des mineurs, des électriciens, des dockers, etc., ont manifesté, ont fait la grève pendant plusieurs semaines afin de changer certaines lois, certains aspects de leurs droits. Une émeute, riot, un court terme, okay, donc un court terme, le court terme, le long terme, le moyen terme, if you want, le long, le court terme. Okay. Donc en anglais, on n'aura pas le E, en français, on l'a. Donc ça, c'est la fin de la transcription. Maintenant, je vais ouvrir... Ah, je voulais te montrer quelque chose. Je suis en train de lire, bon, j'ai trouvé des copies un peu de moindre qualité, Mind and Nature de Gregory Bateson, en Bateson, si vous voulez. Donc je suis en train de lire de plus en plus d'essais, de choses sur la psychologie, sur l'inconscient, parce qu'il y a beaucoup d'études comme, comment il s'appelle celui-là, Erickson, qui avait créé l'hypnotisme. It's like the Ericksonian method, because most of the psychologists talk to the unconscious part of the brain, because when you tell directly people you shouldn't do that, they're not gonna listen to you. So you need to communicate to their brain differently. Donc, Gregory Bateson, il a écrit plusieurs livres, mais c'est assez vieux, mais c'est une référence dans le NLP, donc PNL, la programmation neuro-linguistique en français. Et c'est fascinant, cette science pour moi est très fascinante. C'est, comment dire, depuis que ma fille est entrée à l'école, je dois m'instruire à ce niveau et c'est assez important. Pour expliquer certains comportements. Parce qu'il y a beaucoup des psychologues d'opérette qui ne connaissent même pas du tout leur travail. Enfin bref, je voulais te montrer qu'on peut trouver le livre. Si tu es intéressé, lis-le, parce que c'est fascinant pour moi. Ensuite, un peu ça c'est pour une élève chinoise qui a 8 ans et qui habite à Beijing. Et je suis en train de faire des choses pour elle comme cela. Alors, communication progressive, on va faire un petit texte, un petit dialogue. Et puis on va faire également, donc là il faut que je retrouve la page. Ça on l'avait fait plusieurs fois. Ok, le portable. Comment ça marche? Ça, je l'avais fait. Ensuite, les transports en commun. Donc ça c'est la page 61 du PDF ou la page
66 du livre. Alors, suite à un mouvement social, le trafic est interrompu sur la ligne A du RER. Qu'est-ce que ça veut dire, mouvement social? C'est une grève. Et alors? Eh bien, il n'y a pas de RER. Et comment est-ce qu'on fait alors? How do we do it then? Il faut trouver une solution avec les autres transports, le métro, le bus. Ça arrive souvent, les grèves des transports, énormément. Votre attention, s'il vous plaît, le RER est sans arrêt jusqu'à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je ne comprends rien du tout. C'est quoi? Le métro, le train, le RER? Bon, je vous explique. Le métro, vous connaissez. Le train, c'est une compagnie différente du métro. Pour prendre le train, vous devez aller dans une gare SNCF. Et le RER, comment ça marche? C'est un peu compliqué. Dans Paris, vous avez le droit d'utiliser un billet de métro pour le RER. Mais si vous voulez aller à l'extérieur de Paris, vous devez prendre un autre billet. En fait, vous payez un supplément. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le billet de métro peut être utilisé pour le RER. Et si vous voulez aller à l'extérieur de Paris, vous devez prendre un autre billet. Okay. Donc à Paris, hein, c'est un petit peu plus facile. Non, pas du tout. Écoutez, je voudrais simplement aller à la Défense, c'est tout. Quel billet est-ce que je dois acheter? Eh bien, regardez, il y a une billetterie. Oh non, je ne vais encore rien comprendre. I'm not gonna understand anything. I'm gonna still not understand anything, c'est what we say in French. Je préfère parler à un employé. Où sont les guichets? Guichets, hein, c'est là où on achète les billets. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche? How does it work? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Comment est-ce qu'on fait? How do we do it? Comment est-ce que je dois faire? How do I do it? Quel billet est-ce que je dois acheter? Which ticket should I? Je dois is like, must I buy? No. Do I have to buy? No. Should I buy? Qu'est-ce que je dois faire? It's like, what am I supposed to do? Or what am I supposed to do, basically? Hein? Est-ce qu'il y existe plusieurs types de billets? Ou est-ce que je peux acheter un billet? Un supplément est une somme en plus, payée en plus pour obtenir quelque chose qui n'était pas compris dans le prix initial. Donc un repas, si on veut changer de classe, on payera un supplément. D'accord? Donc, l'activité numéro 1, dialogue numéro 1, il n'y a plus de bus aujourd'hui. Le bus, non, il n'y a pas de RER ou de train. Il y a une grève sur la ligne de RER. Oui, je pense. Non, parce qu'il y a une grève, mais ils ont arrêté le RER pour éviter des masses de protestants arrivés utilisant le RER. Donc c'est pour éviter d'avoir des problèmes. Donc il y a une grève sur la ligne de RER. Non, on ne sait pas où est-ce qu'elle est la grève, mais il y en a une. La seule solution pour se déplacer est de marcher. Non. Il y a le métro. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Le bus, okay. Le taxi, si on veut. Dialogue numéro 2. Il y a plusieurs systèmes de transport à Paris, c'est vrai. Pour le RER, on utilise un billet différent à Paris et à l'extérieur de Paris, non. Pour le RER, à l'intérieur de Paris, c'est la même chose, le billet est la même chose, mais à l'extérieur de Paris, il faudra prendre un autre ticket. Sophia préfère parler à un employé pour acheter son billet, oui, parce qu'elle ne va rien comprendre. Remettez le dialogue dans un ordre logique. Oui, je sais, c'est compliqué. Normalement, on devrait commencer par bonjour. On peut commencer par oui, voilà, je ne comprends rien au tarif des trains en France. Qu'est-ce que ça veut dire supplément? Donc 7, 8. 3. C'est écrit sur les brochures que tu trouves à la gare. Il y a des trains avec supplément et sans supplément.
Pour acheter des billets, est-ce que je dois aller à la gare? Numéro 2. Mais non. Numéro 5. Tu peux le faire par téléphone, par internet, par Minitel. That was the ancestor of the internet, friends. Le Minitel. It was very expensive, very slow, and the computer was a joke. I'm not kidding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu... Non. Et pour acheter les billets, est-ce que je dois aller à la gare? I'm a bit lost here. Because I don't remember what I did. Comment je peux le savoir? Ok, mais non. Comment je peux le savoir? Oui, je sais, c'est compliqué. Il y a différents tarifs sur les trains. I don't remember the question I was asking. So, je ne comprends rien au tarif des... Ça veut dire quoi? Je ne comprends rien au tarif des trains en France. Qu'est-ce que ça veut dire supplément? C'est écrit sur les brochures que tu trouves à la gare. Il y a des trains avec supplément et sans supplément. Comment je peux le savoir? Oui, je sais, c'est compliqué. Il y a différents tarifs selon les trains. Pour acheter les billets, est-ce que je dois aller à la gare? Mais non, tu peux le faire par téléphone, par internet, par Minitel. Je pense que c'est tout. Voilà. Numéro 3. Vous posez des questions à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Parmi les phrases suivantes, choisissez celles qui conviennent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le système? Donc celui-là, cette phrase, explique-moi, je n'y comprends rien. Donc on ne connaît pas la personne, on ne va pas utiliser tu. Qu'est-ce que ça veut dire avec supplément? Celle-là aussi, donc 1, 3. Tu peux me dire comment ça marche? Non. Est-ce que je dois acheter d'abord un billet? Donc 1, 3, 5. Voilà pour ce petit livre. Et puis, on a la France contemporaine qui devrait être ici. Voilà. Et je pense qu'on devait faire cela. Donc l'hexagone, etc. On a vu pas mal de choses ici. Pour moi, c'est pas très fascinant la géographie, mais je pense. Donc ici, on a les fleuves, on a les mers, la Manche, la mer du Nord, l'océan Atlantique, la mer Méditerranée. Qu'est-ce qu'on a comme fleuve? La Garonne, qui est la plus importante, la Loire, le Rhône, la Seine. Ok, donc ce sont les plus importants. Ensuite, le climat, on a un climat, cela dépend de l'endroit où on habite. Donc, du côté, le climat atlantique se trouve dans l'ouest de la France et sur les côtes de la Manche. Là, on trouve en hiver un hiver doux et un été frais, pluvieux, avec des pluies abondantes en toute saison. La ville type est Brest. Donc, la température moyenne en janvier 6 degrés, en juillet 15 degrés. Le climat continental se trouve dans les régions les plus éloignées de la mer, le centre et l'est. Donc, on a un hiver froid et un été assez chaud, donc le type de Strasbourg. Température moyenne en janvier 0 et en juillet 20. Le climat méditerranéen, hop, et le mistake, qui se trouve dans le sud-est de la France, le long de la côte de la Méditerranée et en Corse. Donc ici, on a 8 degrés pour l'hiver et 23 pour l'été. Ça va vraiment pas m'aider, ce truc. Donc c'est le climat méditerranéen. Et enfin, il a le climat montagnard. Voilà, ce sera mieux. Des hautes élévations, les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, donc le Cantal, l'Auvergne. Ces régions sont caractérisées par un été court avec beaucoup de pluie et par un hiver long et neigeux. Un été court avec beaucoup de pluie, non. Parce que j'étais à Toulouse l'année dernière, je peux te dire que c'était très chaud. La ville type est Grenoble, donc c'est de l'autre côté, qui a servi de site aux Jeux Olympiques d'hiver en 1968.
Donc ici, on a les températures, on a le contrôle des connaissances. Paris est la vie urbaine, une ville tentaculaire avec plus de 12 millions d'habitants dans son agglomération, plus d'habitants que dans toute la Belgique et toute la Suisse. Paris est la deuxième ville d'Europe, après Londres. Un Français sur 5 habite la région parisienne, c'est-à-dire la ville de Paris et l'agglomération qui l'entoure. Pour trouver un équivalent aux États-Unis, il faudrait réunir les villes de Boston, New York, Philadelphie, Baltimore et Washington, avec toute leur agglomération, afin de pouvoir dire qu'un Américain sur 5 habite dans cette région. Aucune ville américaine n'a la même importance dans la vie américaine que Paris, dans la vie française. Paris est non seulement la capitale politique et de loin la plus grande ville de France, mais c'est aussi la capitale culturelle du pays. À Paris se trouvent les musées les plus riches en acquisitions, les grandes maisons d'édition, les studios de cinéma et de télévision et le centre de la vie artistique, théâtrale et musicale. Paris est le plus grand centre industriel et commercial, 75% des entreprises y ont leur siège, et le plus grand centre université de France. Un quart des étudiants français font leurs études à Paris. Non, I didn't. Paris est aussi le centre du réseau de transport, les chemins de fer, les autoroutes et les routes aériennes rayonnent en structure d'étoiles dans toute la France à partir de Paris. La vie est chère à Paris, mais les salaires sont plus élevés qu'en province. La province signifie le reste de la France. Pour toutes ces raisons, Paris est une ville tentaculaire, c'est-à-dire une ville qui touche à tous les domaines et qui attire les gens de tous les coins de France. En effet, 60% des Parisiens sont nés en province, mais ils sont venus s'installer à Paris pour trouver du travail, pour se lancer dans une carrière. On voit donc que la France, par rapport aux États-Unis, est un pays extrêmement centralisé dans la mesure où la ville de Paris représente le centre du pays. Pour comprendre cette centralisation, il faut remonter dans son histoire. Donc ça, on continuera par la suite. Voilà la fin. On se voit donc demain à 8 heures. Et puis, donc encore désolé pour le retard. Hein, dans le week-end, il y a toujours eu quelque chose. Et puis, c'est le moment de la famille. Donc, tu sais, j'ai plus de travail quand mon mari est dans les parages, crois-moi. Dans les parages, it's like around. Je dois cuisiner plus parce qu'il adore manger. Et je dois nettoyer, je dois faire en sorte que la maison soit intacte. Donc, il m'aide, hein, mais bon, il n'a pas s'occuper, il n'a pas être dans la maison pour nettoyer, mais il aime bien nettoyer à l'extérieur. Donc, il aime bien nettoyer le jardin, le patio, la petite cour derrière, le courtyard. Donc, il aime bien faire ça, mais moi, j'aimerais avoir de l'aide à l'intérieur. Ce serait plus utile pour moi. Tu passes une très bonne soirée, une très bonne nuit. J'ai encore du travail. Je suis en train de prendre des cours de psychologie et j'ai plein de choses à apprendre. Donc c'est fascinant parce que ça me permet de comprendre pas mal de choses. En fait, ça m'aide à comprendre certaines choses à l'école de ma fille et de voir certains comportements, certaines réactions, etc. Et ça m'aide également dans mon travail parce que je fais du coaching, on peut l'utiliser en français également, et ça me permet comment dire, de trouver, désolé, il est un peu tard pour moi, de trouver en fait une espèce de frontière entre les personnes qui viennent me voir et ma vie privée, parce que c'est très facile de mêler son travail avec sa vie privée, surtout quand on travaille à la maison, et aussi de voir certains euh, schémas qui peuvent marcher plus rapidement. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour aider des entreprises ou des gens pendant des années. Je veux que ce soit rapide. Voilà. Donc, ces cours de psychologie me permettent eh bien, d'ajouter plus d'éléments dans mes connaissances. Tu passes une très bonne nuit, Simon, et on se voit demain à la même heure. Très bientôt.